Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, je me présente, Amaury Lumumba avec vous aujourd'hui pour ce 5e épisode de notre podcast, Le Nouveau Congo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Trésor Kibangula. Trésor, bonjour. Bonjour. Nous évoquerons ensemble la toute nouvelle plateforme mise en place par le Congo Research Group, Talatala. Il s'agit d'une plateforme citoyenne permettant de suivre les activités parlementaires et gouvernementales. Un outil au service de la transparence et de la mise en responsabilité des détenteurs du pouvoir. Alors Trésor, tu n'es plus véritablement à présenter. S'il fallait te présenter, nous rappellerons que tu as été journaliste à Jeune Afrique et que tu es aujourd'hui désormais analyste et chargé de la stratégie digitale au Congo Research Group, dont nous parlerons un peu plus tout à l'heure. C'est bien ça, Trésor? Ouais, c'est bien ça. Depuis septembre 2019, j'ai rejoint les groupes d'études sur le Congo, qui est un centre de recherche basé à l'Université de New York. D'accord. Alors, avant peut-être d'en savoir un peu plus sur ce groupe de recherche, j'aurais aimé savoir, parce que tu as acquis une certaine célébrité dans ton passage à Jeune Afrique, tes écrits étaient scrutés et lus de tous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on se sent plus libre de donner son opinion hors d'une rédaction telle que Jeune Afrique? À Jeune Afrique, j'avais aussi, peut-être rarement, mais j'avais aussi l'occasion de donner mon opinion. Lorsqu'on est journaliste, on est un média. On raconte les faits en donnant plus la parole aux autres, en tout cas aux acteurs, parce qu'un journaliste n'est pas acteur. Mais il arrive aussi que les journalistes puissent donner son opinion à travers des billets comme des tribunes. Donc il est arrivé que je prenne position. Par exemple, lorsque le film du docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes, était sorti et qu'il y avait une opposition de la part du gouvernement congolais. Et moi, j'avais eu la chance de regarder ces films à Paris. J'avais écrit un papier pour dénoncer cette restriction qui empêchait à ce que les Congolais puissent regarder ou voir ces films à Kinshasa ou ailleurs en République démocratique du Congo. Et c'est vrai, aujourd'hui, avec une nouvelle casquette d'analyste, de chercheur, là, on donne son point de vue. C'est désormais moi qui suis en train de donner mon point de vue lorsque je suis invité à la télé ou à la radio, mon point de vue, mon analyse de la situation politique ou sécuritaire du Congo. Donc je suis plus un média, mais je suis plus aujourd'hui dans les décryptages et l'analyse. D'accord. Alors, si je te pose cette question, c'est en partie parce que j'ai remarqué une espèce de fracture entre les médias dits traditionnels et les nouveaux médias qu'on voit notamment apparaître sur YouTube, où un certain nombre d'acteurs, ils donnent énormément leur opinion et ça semble plaire aux auditeurs. Seulement, j'ai l'impression qu'il y a une forme de snobisme de la part des médias traditionnels vis-à-vis de ces nouveaux acteurs. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, je pense qu'il y a un problème peut-être de cadrage. Les journalistes ont ce qu'on appelle la charte déontologique et lorsqu'ils voient débarquer dans ces nouveaux médias, dans ces nouveaux supports que le digital ou le web nous donne, que ce soit YouTube, que ce soit sur Instagram ou les autres médias sociaux, des gens, des citoyens lambda qui prennent la parole, qui prennent le micro ou leur caméra et donner leur point de vue sur l'actualité politique. Les journalistes, c'est ça un peu, attaquer sur son terrain. Maintenant, moi je pense que on peut pas faire autrement, c'est que aujourd'hui les faits, l'information n'est plus l'apanage des journalistes. Lorsqu'il se passe quelque chose au Congo ou ailleurs dans le monde, les gens n'attendent plus les 20 heures ou le journal des 20 heures pour suivre ce qui s'est passé. Il suffit d'aller sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube pour voir une opinion, pour voir ce qui s'est passé. Donc tous les citoyens aujourd'hui peuvent donner une information. Donc c'est aux journalistes de se renouveler, de trouver une façon de s'adapter par rapport à ces numériques et surtout de se différencier de ces youtubeurs. Et il y en a des bons, mais il y a aussi des gens qui font un peu dans le sensationnel avec des titres tape à l'œil, alors que à l'intérieur les fonds n'y est pas, et surtout les respects de certaines règles du contradictoire, parce que lorsque vous traitez d'une information qui implique ou met en cause des personnes, la moindre des choses, c'est de les appeler, c'est de les écouter. C'est ce que les journalistes normalement fait. Et lorsqu'il y a un problème, il essaye de recouper ses sources. Il faut pas se contenter d'une source. Alors maintenant, avec le web, tout et n'importe quoi se retrouve, et souvent sans le respect des règles. C'est pourquoi les médias
comme tu as dit, les médias traditionnels regardent un peu d'un mauvais œil ce qui se passe sur ces médias sociaux. Merci. Alors c'était une petite parenthèse journalistique, hein, en tant qu'expert dans ce domaine. C'était important pour nous d'avoir ton avis sur ces questions, mais j'aimerais revenir sur le Congo Research Group parce que c'est un think tank qui est basé donc aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sa structure? Le site internet renseigne notamment qu'une majorité de chercheurs au sein de ce centre de recherche sont congolais. J'imagine que ça a dû peser dans la balance au moment de ta décision. Oui, moi ça faisait déjà quelques temps que je suivais les groupes d'études sur le Congo, notamment son directeur, Jason Stern, qui est quelqu'un qui connaît très bien le Congo pour y avoir travaillé, notamment au sein de la mission onusienne. Il a travaillé aussi dans les groupes d'experts des Nations Unies. Donc c'est quelqu'un qui connaît le Congo, qui connaît surtout les conflits du Kivu. Il a créé ces centres en 2017 avec d'abord un seul pilier. Donc c'était d'abord le Kivu, donc les questions liées à la sécurité, à la violence dans la partie est du pays, et ces lancements du groupe d'études sur le Congo s'est accompagné par la mise en place d'un baromètre sécuritaire du Kivu, qui documente tous les incidents de violence dans cette partie du pays, où aujourd'hui on a publié encore un rapport récemment. On compte plus de 120 groupes armés locaux et étrangers qui sont actifs dans les Kivu et une partie des Ituri. Donc ces baromètres qui continuent d'ailleurs jusqu'aujourd'hui recensent comme ça tous les incidents de violence et essaient de prendre aussi un peu des perspectives pour analyser, décrypter les dynamiques sécuritaires dans cette partie du pays. Il repose les baromètres sur une ossature, une base de points focaux des chercheurs congolais qui sont éparpillés dans des villages, des villes du Kivu, qui enquêtent, qui recensent, qui interrogent les gens sur ce qui se passe au Kivu. Donc c'est même si le groupe d'études est basé à New York, c'est éminemment congolais. Il y a beaucoup de gens qui sont congolais à l'interne, et surtout ça traite du Congo et des dynamiques à la fois sécuritaires, et le groupe s'est étendu pour discuter désormais, analyser et creuser les aspects politiques et de politique économique. D'accord. Je pense que c'était important de revenir là-dessus parce que le peuple congolais est un peuple sceptique par essence, et donc c'était important de revenir sur le fait que les Congolais étaient pleinement impliqués dans cette initiative. Alors aujourd'hui, on a cette conversation parce qu'une nouvelle plateforme a été lancée par le CRG, talatala.cd. J'invite nos auditeurs à aller sur le site internet. Que signifie dans un premier temps talatala? Talatala, c'est un mot lingala qui veut dire miroir. On cherchait un nom pour donner à ces baromètres, et on a trouvé que les mots talatala étaient justes pour définir ce qu'on voulait mettre en place, c'est-à-dire un miroir. Lorsqu'on est devant, lorsqu'on se regarde dans le miroir, on voit son reflet, on se voit tel que l'on est, et on peut dire même le miroir ne trompe pas. Donc on a cette ambition de mettre en place un outil qui va être un peu le miroir du député, un député congolais qui peut venir se regarder dans Talatala et voir ce qu'il est. Est-ce qu'il travaille correctement? Est-ce qu'il fait des initiatives législatives? Est-ce qu'il contrôle le gouvernement? Et aussi, ça va permettre aux citoyens ou aux autres personnes, hein, même les personnes étrangères qui s'intéressent à l'activité parlementaire, de voir ce qui se passe. D'accord. Alors du coup, concrètement, Talatala, quelle info disponible? Quels sont les objectifs de la plateforme? Alors, les infos sont encore à consolider. Donc, nous sommes en train de collecter l'info. La plateforme a été lancée. Pour l'instant, nous avons pu établir des fiches individuelles de chacun des 500 députés qui comptent l'Assemblée nationale. On reprend une partie de sa biographie, on veut savoir où est-ce que ce député est né, quel âge il a, il fait partie de quelle organisation politique, quel groupe parlementaire, quelle commission. Donc toutes ces données qui concernent le député sont répertoriées et publiées sur le site, avec une fonctionnalité intéressante de recherche basique, parce que ils sont 500. Aujourd'hui, si je vais savoir qu'est fait un député de Basankusu, par exemple, qui représente Basankusu ou qui représente la ville de Kisangani, d'où moi je viens. Donc, il suffira peut-être de taper juste Kisangani et
les baromètres vont me proposer les députés qui sont élus de cette circonscription et comme ça, je pourrais voir leur activité. Donc, il y a ça, cette partie fiche individuelle. Et dans Talatala, on trouve aussi ce que nous, on a appelé panorama des lois. C'est-à-dire une grande partie du travail du député, c'est d'éditer ou de légiférer, donc de voter des lois. Alors, donc, on a créé cette rubrique justement pour mettre des fiches détaillées de synthèse de chaque initiative législative et montrer à quel niveau il se trouve. Est-ce qu'il a été déposé? Est-ce qu'il est en cours d'examen? À côté de l'activité parlementaire, Talatala va suivre aussi 3 secteurs clés de l'action du gouvernement. Justice, lutte contre la corruption et réforme du secteur de sécurité. Des utilisateurs, des citoyens pourront alors voir quelles sont les promesses et engagements annoncés dans ces différents secteurs et surtout voir si ces promesses ou ces engagements ont été tenus ou pas, ou partiellement tenus, ou intégralement tenus, ou carrément abandonnés. Là aussi, sur Talatala, les dispositifs techniques est déjà en place. Le travail du terrain va commencer très bientôt, après le recrutement d'un assistant de recherche. D'accord, donc c'est vraiment un outil au service de la transparence. Alors, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est parce que ces informations, comment est-ce que vous les collectez? Est-ce qu'il y a un partenariat avec l'Assemblée nationale, par exemple? On a commencé des discussions parce que les baromètres, l'idée des baromètres, on travaille dessus depuis quelque temps, depuis les bureaux Mabunda, qui a été destitué. On a eu même un accord des principes de collaboration avec les bureaux Mabunda. Entre-temps, les députés ont décidé autrement, donc ils ont destitué ces bureaux. Notre projet devait continuer, donc on a entrepris, dès que le nouveau bureau a été mis en place, nous avons pris contact notamment avec la rapporteure adjointe du bureau, Madame la députée Colette Chomba. Donc on est en discussion avec les bureaux et très vite, moi je vais aller à Kinshasa d'ailleurs pour poursuivre ces contacts. Donc nous sommes en discussion. Les députés savent que ces baromètres a été lancé. Nous avons même invité 2 députés dans une activité en marge du lancement c'était un webinaire où on a discuté justement de la redevabilité. Donc ça s'est fait. On espère qu'il y aura cette collaboration plus formelle avec le bureau de l'Assemblée nationale, mais on a entrepris déjà des discussions aussi avec des groupes des députés parce que c'est eux les principaux concernés. On va parler d'eux. Donc, ils sont organisés en caucus des provinces, des députés de Kinshasa, les députés des Bas-Congo. Ils sont organisés aussi en centre d'intérêt. Il y a par exemple le groupe des jeunes parlementaires avec qui on discute. On discute aussi avec les réseaux des femmes parlementaires. Donc, on est en train comme ça à la fois d'approcher l'institution à travers son bureau, mais aussi individuellement d'intéresser les députés. Ça c'est les volets formels. De l'autre côté, nous, on essaie aussi de ne pas dépendre que de ces volets formels. On essaie de mettre en place les dispositifs pour continuer à capter et à collecter les données sur place. On a recruté des gens. On a aujourd'hui un assistant de recherche qui travaille essentiellement sur la collecte des informations liées à l'activité au travail parlementaire. Nous avons recruté aussi une assistante de recherche en charge des communications qui va travailler aussi dans ces projets. Donc, on essaie de mettre un dispositif parallèle, un dispositif de recherche qui va être basé à Kinshasa et travailler là-dessus. D'accord. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est peut-être au niveau de la loi. Que dit la loi sur l'accès à l'information publique? Est-ce que la loi le consacre? Comment est-ce que les choses se font? Voilà, là, on est peut-être devant un vide. Un vide juridique, c'est-à-dire la Constitution de la République dispose que tout citoyen, tout Congolais a droit à l'information. Ça, c'est les principes est garanti. Maintenant, il faudrait une loi de mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle. Dans d'autres pays, on prend des lois sur l'accès à l'information publique parce que l'information publique appartient au public. En l'occurrence, au Congo, l'information publique, ça appartient aux Congolais. On doit leur fournir cette information publique. Maintenant, comment on fournit aux Congolais cette information publique? Là, aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui organise la manière dont les institutions publiques, les services publics, les entreprises publiques peuvent fournir cette information au public. Mais il y a une disposition constitutionnelle qui consacre cela comme un droit fondamental, comme un droit humain. C'est-à-dire, les Congolais ont droit de savoir.
Et maintenant, comment est-ce qu'on organise ça? C'est pas encore défini. Et du coup, les administratifs se cachent souvent derrière d'autres dispositions qui régissent l'accès à l'information. Ils se basent, par exemple, sur des ordonnances judiciaires où on te demande, lorsque tu viens chercher un dossier, on te demande, oui, mais je voudrais avoir une levée de copie des pièces qui seraient signées par un procureur. Donc, il y a encore un flou là-dessus. Et comme nous, on a cette culture du secret administratif chez nous, tout est secret professionnel. Donc, les administratifs ont parfois du mal à céder à ces droits du Congolais lorsqu'il vient chercher une information publique. C'est une information qui doit être donnée au public. Et il n'y a rien pour l'instant qui organise. C'est pourquoi il faudrait une impulsion politique pour que l'administratif, qui souvent gère cette information-là, puisse correctement donner au public. Alors, aujourd'hui, prenons ce scénario, le scénario suivant. Je suis un jeune Congolais, les élections législatives sont en approche, et je désire vérifier si mon député a bien voté dans le sens de ses promesses préélectorales. Est-ce qu'aujourd'hui, en RDC, c'est possible de trouver cette information? Est-ce que c'est consultable sur Internet? Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible pour plusieurs raisons. C'est que, voilà, comme on disait tout à l'heure, l'information publique n'est pas accessible. Et c'est aussi cette ambition de Talatala de rendre ça possible, à la fois avec cette collaboration qu'on cherche de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a des outils qui existent. Aujourd'hui, les votes c'est fait souvent lorsqu'il y a une loi, un projet ou une proposition de loi qui est mise en examen. Lorsqu'on faut voter, il vote par appel nominal. Donc on appelle un député, on appelle son nom et le député dit pour, contre, abstention, il crie, et il y a un service administratif qui récupère ces informations, qui les note quelque part. Donc, l'information existe. Même si la collecte est faite de manière un peu pas moderne, mais l'information existe quand même. Mais elle n'est pas disponible au public. Donc, nous, avec Talatala, nous, on veut rendre ça disponible pour que les citoyens puissent voir le sens du vote de son député, parce que c'est quand même aberrant aujourd'hui en République démocratique du Congo. On vient de voter par exemple un projet de loi très capital, à mon sens, des projets de loi ratifiant des projets de loi qui autorisent les pays à ratifier l'accord sur la zone de libre-échange du continent. Et c'est un texte très majeur. Et moi, j'aimerais savoir si mon député a voté oui ou non, ou s'est abstenu. Mais c'est impossible de savoir. On se contente à nous dire, aujourd'hui, il suffit de regarder la télévision. Mais à la télévision, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout entendre. Les dispositifs ne permettent pas de voir clairement l'essence du vote des députés. Donc nous sommes en train de faire ce travail dans un avenir proche, on l'espère, de pouvoir publier sur le site de Talatala le sens des votes des députés nationaux. Donc pour l'instant, pour répondre brièvement à ta question, pour l'instant, si les échéances électorales approchent et que Talatala n'existe pas, il sera très difficile pour les Congolais, voire impossible même, de savoir dans quel sens ont voté leurs députés. Je pense que c'est vraiment très important, et la question de la crise de légitimité revient régulièrement dans les débats politiques. Est-ce que le digital n'est pas l'élément qui va nous permettre de nous faire sauter une étape? Peut-être que, en arrivant directement, en utilisant directement les outils les plus modernes, on peut revigorer notre démocratie et donner de plus en plus envie aux jeunes d'y participer. C'est un des éléments, ce n'est pas le seul, mais c'est un des éléments qui pourrait participer à plus de transparence dans ce qui s'est fait dans nos institutions. Donc c'est pas le seul, il faudrait beaucoup d'autres choses autour. Il faudrait déjà avoir une volonté politique. Mais nous par exemple, on va associer les digital parce qu'on est conscient que le digital n'est pas accessible dans tous les pays, surtout à l'intérieur du pays. Nous, avec Talatala, même si c'est un dispositif digital, on veut que ce qu'on raconte dans Talatala, ce qu'on décrypte, ce qu'on montre dans Talatala puisse toucher les citoyens qui est
à Wamba, par exemple, là où il n'a peut-être pas de connexion. Donc, il faut passer par la radio. Mais l'information publique qui est inaccessible aujourd'hui, dès que nous allons parvenir à l'arracher ou à la voir, nous allons le décrypter et les transmettre, notamment via les radios communautaires qu'on est en train de discuter avec eux. Donc, on aura au moins 43 radios communautaires à travers les pays pour diffuser cette information. Donc, grâce au digital, déjà, on va présenter l'information publique parce qu'on espère que l'Assemblée nationale va jouer le jeu avec notre travail aussi du terrain. Donc, on va pouvoir présenter cette information publique et aussi faire en sorte que les citoyens qui n'ont pas accès au digital, parce qu'il y en a beaucoup au Congo, puissent avoir cette information par des capsules, par exemple, audio très courtes, en langue locale, soit en Chiluba, si c'est pour dessiner un village ou à une ville du Kasaï, en Swahili dans l'Est, en Lingala à l'Ouest, ou en Kikongo à l'Ouest aussi du pays. Donc, on est en train de concevoir un dispositif comme ça pour se servir du digital afin de présenter l'information publique et s'appuyer aussi sur de médias traditionnels pour diffuser encore davantage cette information que le digital a permis de capter. D'accord, donc vraiment une vision hybride et qui prend en compte les réalités locales des moyens de communication qui sont utilisés. Alors, sur le site internet, j'ai vu également un volet pédagogique de la plateforme. Tu peux nous en dire deux mots ? Oui, parce que lorsqu'on parle de travail parlementaire, c'est très complexe pour les citoyens lambda. Par exemple, lorsqu'un député veut se faire élire, il y a beaucoup de promesses. Il fait de promesses, oui, si moi je suis élu, vous aurez des centres de santé ici, vous aurez des hôpitaux. Ils sont souvent, malheureusement, sur les domaines de l'exécutif. Avec les guides, l'onglet ou la rubrique guide, nous, on essaie d'expliquer ce que c'est un député. C'est que c'est le fonctionnement et l'organisation de l'Assemblée nationale. On donne donc des clés de compréhension de travail parlementaire qui consistent généralement et principalement en deux choses. Légiférer, donc voter des lois et surtout contrôler les gouvernements, les entreprises publiques et les services publics. Donc voilà les deux rôles du député. Alors, on essaie d'expliquer et de donner des clés. Pour l'instant, on a 5 ou 6 fiches. Mais dans un avenir très proche, je pense dans les jours ou les semaines qui suivent, donc les fiches vont s'étendre comme ça pour cerner vraiment tous les travaux du député et donner les clés de compréhension. D'accord. Un grand merci. Ce podcast touche à sa fin. J'aurais simplement peut-être aimé te donner la possibilité de parler du podcast, du podcast du CRG, Masoe Akati. Un podcast que je suis régulièrement, vraiment très intéressant, où les intervenants ont le temps et l'espace de s'exprimer longuement sur des problématiques propres à la RDC. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce podcast ? Oui, avec plaisir. Donc, on a lancé ces podcasts parce qu'on a compris, on a vu les besoins de donner un peu plus de la parole aux voix congolaises pour s'exprimer sur des questions de fond. Parce qu'à la longueur des journées au Congo, on vit un peu au rythme des politiques politiciennes. Donc là, par exemple, on se réveille chaque jour pour se dire le gouvernement va sortir ce week-end. Il n'est pas sorti. Non, il va sortir avant Pâques. Vous avez vu le tel monsieur, tel politique s'est caché à tel endroit. On parle que de la politique politicienne au Congo. Les médias suivent les pas. Et le sujet des fonds, la manière dont le pays est géré, les chantiers, les problématiques des sociétés, on n'en parle pas. On réserve trop peu d'espace pour discuter des choses comme ça. Alors, nous, on a dit, on va lancer un podcast où on va donner la parole aux voix congolaises pour s'exprimer sur des questions de fond, vraiment loin des polémiques. Les derniers, je pense, c'est avec Yvon Mouya, où on a parlé un peu de médias au Congo, dans une période de crise politique. Donc, on a pris un peu le recul. Voilà, il y a eu crise politique entre le président actuel, Félix Tshisekedi, et l'ancien Joseph Kabila. Comment est-ce que les médias congolais se sont débrouillés pour couvrir ces événements? On a essayé de prendre du recul pour parler de ça et profiter aussi pour faire un état de lieu des médias congolais. Où est-ce qu'ils en sont en termes de liberté? Où est-ce qu'ils en sont en termes
d'organisation, des modèles économiques. Donc, on a essayé de poser un peu le débat et de faire un diagnostic, si tu veux, de médias en RDC. Je pense que c'est vraiment une bouffée d'oxygène, hein, parce qu'on a aussi un peu cette même philosophie ici dans le Nouveau Congo podcast, c'est-à-dire d'essayer d'avoir cette position de recul et de proposer des débats de société qui ne sont pas rythmés par la vie politique et par l'actualité en RDC qui est particulièrement intense, si je puis dire. Alors, avant d'arriver à la fin, du haut de ton expérience, si tu avais un conseil à donner à un jeune média comme le nôtre? Continuez, je pense que vous êtes sur une bonne base. Donc, continuez à regarder ce qui se fait ailleurs de mieux. Je pense qu'aujourd'hui, les médias sont à une phase vraiment des transitions numériques, de mutation numérique. Donc et comme vous lancez maintenant, vous avez cet avantage d'être directement sur le digital, mais il ne faut pas négliger, comme je disais tout à l'heure avec Masolo et Agati ou avec des projets Tala Tala qu'on lance, il faut pas négliger les autres médias. Il faut toujours se dire, ok, on utilise des médias sociaux, on utilise les nouveaux médias, mais comment faire en sorte que ce que nous produisons puisse aussi atteindre des gens qui ne peuvent pas avoir accès au digital. Absolument, ne pas s'enfermer dans une forme d'élitisme digital, si on peut l'appeler comme ça. Trésor, merci beaucoup pour ta venue. Merci à toi de m'avoir invité. Le podcast touche à sa fin, je le rappelle, talatala.cd, une initiative menée par le Congo Research Group. Je vous invite à aller régulièrement sur cette plateforme, rendre responsables vos représentants de leurs actes, de leurs décisions, et bientôt, on l'espère, de leur vote, lorsque cela sera mis en place. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'à présent. À très bientôt.